Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Mardi, un numéro consacré au nouveau gouvernement au Sénégal, un gouvernement mis en place récemment par le président Macky Sall, un gouvernement rénové, un gouvernement resserré. Et pour discuter de ce sujet important sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Mactar Sylla, président directeur général du groupe Label Radio et Télévision et journaliste. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et Georges Wenceslas Aboké, de la rédaction de Label Radio et Télévision. Bonsoir. Bonsoir Aziz, bonsoir à tous. Eh bien, nous allons donc, pour nous replonger dans l'ambiance qui a précédé la formation de ce nouveau gouvernement, avec bien sûr cet extrait du discours du président Macky Sall qui a pour cette fois consacré une grande place donc à la jeunesse qui a bénéficié pour au moins les intentions du président Macky Sall à l'occasion de ce nouveau mandat de bien des promesses. La fête du 4 avril est un devoir de mémoire qui nous rappelle le souvenir douloureux de la domination coloniale. Elle nous exhorte aussi et surtout au dépassement qui nous libère du poids du passé pour gagner la bataille du développement. Le développement est désormais le nouveau sens de l'indépendance parce que l'étendue de notre liberté et de notre indépendance dépend de notre réussite dans l'effort de développement. Le désir de liberté et d'indépendance, nous devons aussi le maintenir vivace dans le cœur et l'esprit de nos enfants, bâtisseurs du Sénégal de demain. C'est pourquoi, chers jeunes, le 4 avril est également votre fête. Elle doit exalter en chacun de vous l'amour de la patrie, l'endurance dans l'effort, le culte de l'excellence dans le travail et la conscience de vos responsabilités futures dans la conduite des affaires de la nation. Mais votre rendez-vous avec l'avenir commence dès aujourd'hui par la construction citoyenne au sein de la famille. Et le premier acte citoyen, la clé qui ouvre les portes de la réussite, c'est l'amour et le respect des parents. Les parents méritent affection et respect parce qu'ils sont les héros de tous les temps. C'est tout le sens de nos investissements dans l'éducation, la formation et l'emploi. C'est aussi le sens des mesures que j'ai annoncées hier lors de ma prestation de serment en faisant de la jeunesse une priorité essentielle de mon mandat. La jeunesse, une priorité essentielle du mandat du président Macky Sall. On rappelle qu'il s'exprimait là le 4 avril, jour de la fête de l'indépendance. Le 3. Le 3 Juste avril. la veille. Ouais. Juste la veille, justement le 3 avril. Donc, pour marquer la fête d'indépendance du Sénégal. Alors, M. Mactar Sylla, le président Macky Sall a montré là que la jeunesse a une place importante dans ce mandat qui va démarrer. Il a exhorté les jeunes à donc faire de gros efforts pour avancer. Les jeunes vont-ils, de votre point de vue, donc saisir cet appel? Enfin, la première chose que je voudrais dire, c'est que dans cette déclaration, il y a une chose fondamentale. C'est la corrélation entre l'indépendance et le développement. Pas d'indépendance sans développement. Entendons développement économique, que certains, beaucoup de cieux aujourd'hui africains, appellent l'émergence. Et dans ce dispositif, il est clair que la jeunesse qui constitue aujourd'hui dans les pays africains entre 65 à 70% de jeunes de moins de 25 ans ont un rôle fondamental à jouer en termes de dynamisme, en termes de savoir-faire, en termes de maîtrise des nouvelles technologies aujourd'hui. Et je pense que cet appel vient à son heure. Et aussi, c'est un homme politique, un homme d'État qui parle, qui a su peser, sous-peser lors de sa campagne, pendant et après,
aussi bien dans son camp que dans le camp de l'opposition, la place que cette jeunesse aujourd'hui occupe dans un pays comme le Sénégal. Donc, absolument, il faut leur offrir des perspectives autres que la traversée de la Méditerranée. Cela suppose que nous soyons véritablement à l'instar de nos cousins d'ici et d'ailleurs, que nous soyons partisans de cette doctrine qui consiste à dire, en toutes circonstances, nous devons faire prévaloir les intérêts de notre nation, les intérêts économiques de notre pays, sur tout le reste. Parce que si on ne prend pas en charge cette jeunesse en termes de formation, si on ne la prend pas en charge en termes d'emploi et d'employabilité, ce qui veut dire qu'il faut une éducation qui soit conforme aux possibilités et aux opportunités qu'offre le pays. Ça ne sert à rien d'aller former des gens à foison dans des domaines qui n'ont rien à voir, effectivement, avec des priorités nationales. Si on ne le prend pas en charge, on sera dans des crises perpétuelles, des crises d'éducation, de citoyenneté, de comportement, et d'où également l'appel pressant qu'il fait, déjà à la cellule familiale en termes de respect, etc. Je pense que c'est un discours qui était quand même très très fort. Il faut que tout le monde peut-être puisse l'approprier et que cela soit traduit de manière concrète par le nouveau gouvernement dans les actions, dans les priorités aujourd'hui, dans chaque secteur, et que ce message, que chaque membre du gouvernement aujourd'hui et chaque responsable dans la fonction publique, dans ceux qui ont aujourd'hui la charge d'administrer et de déployer les politiques publiques au Sénégal, en fasse véritablement un credo et un leitmotiv en le traduisant concrètement au quotidien et en prenant effectivement toutes ces valeurs comme point de repère et modus vivendi. Georges Aboké, la jeunesse a été peut-être séduite par le modèle de certains candidats à l'élection présidentielle. On a comme ça envie de penser à Ousmane Sonko. Alors, peut-être que le président Macky Sall a perçu chez les jeunes pendant cette campagne dont fait allusion M. Sylla, ce besoin de vivre mieux, d'être davantage pris en compte. Une chose est sûre, dans les, dans les pays africains, aujourd'hui la jeunesse occupe une place importante du point de vue du nombre déjà. Les jeunes sont les plus nombreux et le Sénégal n'échappe pas à cette règle-là. Les jeunes sont très nombreux, en tout cas ils occupent la place la plus importante dans le volume de la population. Et donc il n'y a pas le choix, c'est-à-dire il faut absolument s'occuper des jeunes en leur proposant déjà dès le départ tout ce qu'il faut pour leur éducation. Et il le fait si bien, mais en rappelant que la cellule familiale a son rôle également à jouer. Et donc, il n'est plus question de laisser l'école seule s'occuper de la jeunesse. Il faut que la famille tienne son rôle. Et puis, de cette façon-là, certainement que la jeunesse, si elle se sent vraiment prise en charge, pourra donner les résultats que l'on attend. Et donc, quand on regarde dans la composition du gouvernement, on voit qu'il y a des ministres qui sont chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, et tout ça, c'est pour permettre justement à cette jeunesse-là d'être bien encadrée, bien orientée, et parce que c'est une jeunesse, si l'encadrement ne vient pas comme il faut, eh bien, ce que beaucoup de spécialistes prennent comme un atout risque de devenir une bombe dans les mains des dirigeants. Alors une jeunesse à qui nos correspondants à Dakar ont tendu leur micro, et on va avoir l'occasion tout à l'heure justement de revenir sur la composition de ce nouveau gouvernement et l'occasion de rappeler également que nous allons avoir en ligne de Dakar certaines personnalités, notamment le professeur Amsatou Sidibé du parti Kharlenen, Moussatine de l'Alliance démocratique Pencho et le journaliste Pape Alé Niang. Avant donc d'en venir à la discussion pour disséquer ce nouveau gouvernement, nous proposons d'aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entendre le point de vue de certains étudiants sur la composition de ce nouveau gouvernement. Moi, je crois que le nouveau gouvernement que nous a imposé le président, M. Macky Sall, c'est un gouvernement qui est temporaire. Comme il vient d'être élu aux élections présidentielles, il est tenu, bien entendu, de présenter un nouveau gouvernement parce que l'ancien gouvernement doit être dissous. Et quand on voit le nouveau gouvernement, c'est purement politique. Il y a des postes qui
on peut dire que c'est un partage politique, quoi. Moi, j'étais un fervent militant de l'APR, mais là, je suis vraiment déçu du nouveau gouvernement de Macky Sall. Le président veut apporter du sang neuf à son équipe. Donc, il a mis sur pied un gouvernement composé de technocrates. Je pense qu'il faut qu'on ait vraiment des bons préjugés pour que ça puisse vraiment être le gouvernement qui est utile pour tout le peuple. Je pense qu'il y aura forcément des changements parce que bon, c'est un gouvernement qui est là avec beaucoup d'alliances. Donc il peut y avoir remaniement, donc cela dépend du président. Mais peu importe, l'essentiel c'est qu'il doit aller au boulot, donc il doit travailler parce que c'est 5 ans et 5 ans, c'est pas beaucoup. La suppression du poste de Premier ministre, bien, je ne suis pas trop d'avis avec ça, mais bon, c'est une décision qu'a prise le président de la République et je pense que cela doit être voté au niveau de l'Assemblée nationale. Avec l'approbation de l'Assemblée nationale, c'est cela qu'on pourra donc adopter sa nouvelle décision. Parce qu'il y en a eu une fois avec le président Léopold Sédar Senghor, je pense bien. Voilà, et depuis lors, on n'a pas eu de gouvernement à la sorte de poste de Premier ministre. Et on comprend bien pourquoi il va supprimer le poste de Premier ministre. C'est parce qu'au cours de son mandat, il voudra démissionner pour se représenter au 3e mandat. Et ça, on ne va pas l'accepter. Supprimer le poste de Premier ministre et créer un poste de vice-président, c'est pareil au même. On n'a fait que raccourcir la masse, mais c'est le même marteau qui frappe. Ce sont les mêmes attributs du PM qui seront attribués au vice-président. C'est la même chose. Donc si on supprime le Premier ministre, ça va un peu anéantir le travail parlementaire. Et quand vous savez, dans les grands régimes comme la France, toujours le Premier ministre joue un rôle important. Parce que l'Assemblée étant la cheville ouvrière, il fallait vraiment avoir un interlocuteur, comme le chef du gouvernement, comme le Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'urgence de supprimer ce poste. Bien, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, je ne le connais pas véritablement. Je ne peux pas me prononcer sur ses objectifs pour nous. Mais je préfère beaucoup l'ancien ministre. Les étudiants vont beaucoup m'excuser pour cela, mais c'est mon opinion. Je préfère le ministre Mary Teuw Niane. Je ne pensais pas que Cheikh Oumar Anne allait être le nouveau ministère de l'enseignement supérieur. Il y a des choses qui nous ont tellement surpris, surtout du côté de l'enseignement supérieur. Ouais, je ne pense pas que quelqu'un qui ne peut pas gérer une maison d'étudiants, il pourra gérer un village d'étudiants. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le changement opéré au niveau de ce ministère. Parce que le professeur Mary Teuw Niane, il a fait beaucoup de travail. Vraiment, il a été ingénieux. Vous imaginez, il a créé ce qu'on appelle l'université virtuelle. Aujourd'hui, un étudiant peut être au fin fond du Sénégal suivre ses cours. Aujourd'hui, pour éviter les grèves universitaires, les grèves qui étaient récurrentes, les grèves des enseignants, les grèves des PAX, il a mis sur pied une université virtuelle pour permettre aux étudiants de ne pas vivre dans le désordre. Je pense que là, il fallait laisser continuer ces travaux. En tant que des jeunes Sénégalais, en tant que des jeunes étudiants, nous on veut un changement radical et on attendait ce changement radical sur ce nouveau gouvernement. C'est chose qu'on n'a pas vu et je suis vraiment déçu de ce nouveau gouvernement, franchement. Et quand on voit avec aussi le cas de Amadou Ba, c'est des choses qu'on ne comprend pas. L'important c'est d'avoir les hommes compétents qu'il faut à la place qu'il faut. Et aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est l'économie, c'est la santé. Ce sont les priorités que le peuple sénégalais attend d'eux. Et les Sénégalais doivent maintenant avoir une prise de conscience que la souveraineté appartient au peuple. Elle est pour le peuple, mais on ne comprend pas ceci. Les étudiants se sont exprimés, on a entendu des points de vue tout à fait passionnants. Ça montre bien que les étudiants, donc les jeunes, suivent le débat politique au Sénégal. Mais est-ce qu'il était urgent, Dr Sylla, d'envisager la suppression du poste de Premier ministre, même si ce n'est pas nouveau? Oui, c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Je pense qu'à 2 reprises, à l'époque du président Senghor, ça s'est fait. À l'époque du président Abdou Diouf, ça s'est fait. En 83, 85, quelque chose comme ça. Mais vous savez, constituer un gouvernement doit être une épreuve extraordinaire dans un pays comme le Sénégal, où il y a des équilibres ethniques, géographiques. Chaque région va être représentée, confrérique, religieuse, et d'autres considérations de politique, selon les alliances, etc. Donc c'est un exercice qui est extrêmement difficile et comme le montre le reportage, il y a des insatisfactions, il y a des gens qui ont fait des résultats qu'on espérait pouvoir voir dans la continuité. Il cite le ministre de l'Enseignement supérieur que je connais et c'est vrai qu'il a abattu un travail quand même remarquable. Je peux parler du ministre de l'Agriculture également que je connais personnellement. Mais vous savez, c'est un exercice d'équilibre très 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 difficile. Donc en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est véritablement de répondre
aux attentes du peuple sénégalais dans tous ces domaines qu'un des jeunes a tout à fait cités avec beaucoup de pertinence. Et c'est ça le plus important. La seconde chose également qui me paraît le plus important, c'est qu'on nous a annoncé un gouvernement resserré. Je suis désolé, ce n'est pas un gouvernement resserré. Et ça, c'est un peu une caractéristique un peu des gouvernements africains. Quand vous voyez un pays comme la Suisse, qui a 7 ministres, vous voyez un pays comme le Japon, qui a 11 ministres, et je peux continuer, des pays africains, dont le Cap-Vert, qui a 11 ou 12 ministres. Vous prenez un pays comme l'Éthiopie, qui a 20 ministres, dont la moitié des femmes. Vous prenez un pays comme le Rwanda, qui a 26 ministres, etc. Je crois qu'effectivement, dans le sens de la rationalisation de l'action publique, de l'efficacité, on peut, en tenant compte de tous les équilibres dont j'ai parlé tantôt, arriver à des gouvernements qui varient entre 15 et 20 membres. Et c'est ça qui permet effectivement de concentrer l'action et qui permet effectivement au président peut-être de se passer d'un premier ministre et d'être au premier rang. Cela a effectivement des avantages sans doute, mais cela aussi a des inconvénients, puisque très souvent, bon, on le dit, on considère le premier ministre comme un fusible. Non, non, je pense que c'est le primum inter pares, ce n'est pas forcément un fusible, il doit conduire l'action, tout ça, mais ça expose, c'est vrai, le chef d'État. Peut-être que c'est une volonté de dire qu'il prend le taureau par les cornes dans les secteurs qu'il a identifiés, par rapport aux jeunes, par rapport à la citoyenneté, par rapport au désordre et à la nécessité de revenir à l'ordre et à la discipline à tous les niveaux, qu'il est déterminé à prendre personnellement les choses en main et à imprimer le rythme. Donc l'une aussi des intervenantes l'a dit, c'est sans doute le temps que cette réforme se fasse, on verra, parce quelquefois c'est allé très loin. Je me souviens que Moustapha Niasse a été quelquefois Premier ministre pendant 26 jours à peu près. Donc c'est possible que dans ce laps de temps, qu'on ait un autre gouvernement qui puisse prendre ces choses-là. Mais vous savez, pour un chef d'État, ça doit être un exercice mais véritablement extrêmement difficile. Entre les ralliés de la dernière heure, ce que les gens appellent les transhumants qui ne s'y retrouvent pas, certains alliés dont on se débarrasse, etc. Donc, même si certains ne posent pas la condition en tant que telle, je pense que beaucoup d'Africains, beaucoup de Sénégalais aspirent dans des conditions comme ça à aller au gouvernement. Et on a vu dans cette période beaucoup de choses, des gens qui se sont activés, les lobbies, tous. Donc ça doit être véritablement un exercice qui explique aujourd'hui que ce gouvernement ait été accouché un peu, j'allais dire, dans la difficulté, pour ne pas dire au forceps, comme certains l'ont dit, et que ce n'est que le 6 avril qu'il a été annoncé. Un gouvernement annoncé seulement le 6 avril, Georges Aboké, mais finalement c'est difficile de faire de la politique, puisqu'il y en a qui se plaignent, pour le cas du Sénégal, d'avoir mouillé le maillot, mais de n'avoir pas été récompensé au final. Dans tous les cas, une chose est claire, il va être difficile dans ce genre de situation de contenter tout le monde. Quand on regarde la base de la formation de ce gouvernement, le premier élément qu'on prend en compte, c'est la région. Le Sénégal a, je crois, 14 régions. Donc, le président Macky Sall a tout fait pour que chaque région, au moins, ait un ministre, pour qu'il ait une emprise régionale. Bon, à côté de ça, quand on regarde le genre, on est passé de 20 à 25%. Moi, je pense que le pas n'est pas franc et on pouvait aller à carrément 50% et le Sénégal se serait porté très bien et on dirait que le président Macky Sall s'est engagé résolument à faire du genre quelque chose de très important. Donc là, on attend encore que des pas soient faits. Et puis, quand on regarde la composition du gouvernement, quand on regarde le libellé des postes, il y a des choses qui se recoupent, il y a des situations qui se recoupent. On a le ministre, bon, tout à l'heure je parlais de l'éducation, on a le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la formation professionnelle, etc. Bon, certainement pour dire que c'est un élément, c'est une préoccupation importante, mais quand on regarde encore, on regarde au niveau il y a un ministère chargé de tout ce qui s'occupe de développement communautaire et des trucs de territorialité voilà, peut être et puis intégré. on parle de désenclavement, d'aménagement, et tout ça, ça fait un peu trop éclater. Et je pense qu'il y avait possibilité, bon, de notre position, il y avait possibilité de resserrer un peu les choses pour qu'il y ait peut-être une équipe beaucoup plus, j'allais dire, soudée. Parce que là, il y a une sorte d'éparpillement. On a le ministre du Tourisme et des Transports aériens, et puis de l'autre côté, on a le ministre des Transports, comment on va dire ça? Il y a par exemple la communication et les télécoms, l'économie numérique séparée. Un éclatement alors qu'on aurait pu tout mettre ensemble. Resserrer davantage. Et je pense que... mais ça s'explique aussi. Il vient d'être réélu, il a besoin de contenter les uns et les autres.
Et puis, surtout quand on part sur cette base géopolitique, on essaie de contenter les uns et les autres. Maintenant, il faut attendre le gouvernement qui va venir après celui-ci, certainement qui va être beaucoup plus resserré. Mais sur la question de la suppression du poste du Premier ministre, moi je reste un peu perplexe dans la mesure où le président de la République il est appelé à se déplacer, à rencontrer des investisseurs des fois en dehors du pays, du Sénégal, à prendre part à de grandes rencontres internationales, mais pendant ce temps, le pays continue de tourner. Il faut continuer de faire tourner justement les activités, et ça c'est le rôle du Premier ministre qui est beaucoup plus fixe et qui se bat justement pour faire avancer les choses, même quand le président est en mission. Et le président qui a justifié cette décision par la recherche de plus d'efficacité. Enfin, c'est ce que je disais, peut-être qu'il veut se mettre en première ligne. Bon, on verra. Moi, je pense qu'il faudra aussi regarder, vraiment voir le maçon à l'œuvre, voir comment les choses vont se poser concrètement, comment tout ça va évoluer, quels seront le rôle des uns et des autres, etc. Y compris même jusqu'au problème le principe de la déclaration de politique générale qui, du coup, saute. Donc devant l'Assemblée nationale, etc. Ouais. Donc je pense qu'il faut, c'est vrai, regarder. Il y a les images des entrants au gouvernement et justement des poids lourds qui sont restés, mais il y a aussi des poids lourds qui sont partis. Oui, absolument. Je pense qu'au total, il y a près de 22 départs. On en a cité tantôt quelques-uns. Bon, c'est un exercice un peu difficile. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand on accepte d'entrer dans des fonctions et des responsables publics, Georges en sait quelque chose, il faut, dès le premier jour où vous rentrez, préparez-vous à partir. Parce que ce ne sont pas, j'allais dire, des postes héréditaires où vous allez rester toute votre vie. Vous êtes là pour une mission sur une durée déterminée, et sur une durée déterminée, on peut vous déplacer d'un poste à un autre, comme on peut vous déplacer et vous mettre au placard, peu importe. Donc il faut s'y préparer psychologiquement et se dire que le fait de pouvoir servir son pays et d'être parmi les choisis est déjà un grand privilège et un grand honneur. Parce que si c'était des concours, peut-être qu'aucun de ceux qui sont aujourd'hui en poste ne serait là où il est. En commençant par nous-mêmes. Donc, voilà, je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de philosophie, et puis voilà. Et le professeur Amsatou Sidibé du parti Harlenen, justement, est en ligne de Dakar. Alors, les femmes ont été, on va dire, pas favorisées, mais elles ont été prises en compte parce qu'il y a une augmentation du nombre de femmes au sein de ce gouvernement. Professeur Amsatou Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'être en notre compagnie. Professeur, alors le président Macky Sall a récemment mis en place un nouveau gouvernement avec 5% de femmes en plus ou un peu moins. Peut-être est-ce que c'est une preuve que le chef de l'État fait un effort pour arriver à la parité? Aujourd'hui, il y a 32 ministres qui ont été nommés et 3 secrétaires d'État. Ça fait quand même 35. Alors, si on réfléchit sur le taux de femmes présentes dans le gouvernement, je ne pense pas que ça soit 25. Parce que quand même, il faut prendre des secrétaire d'État, 22,85%. Donc c'est plus 1% et nous nous félicitons pour ça, mais ce n'est pas 25%. Donc on est loin de la parité. Les femmes ne représentent pas le quart du gouvernement. Elles représentent moins du quart, 22,85%. C'est la première observation que je voudrais faire à ce propos. Ensuite, sur le plan protocolaire, la première femme nommée ministre arrive au 8e plan. Donc, 7 ministres hommes ont été cités avant qu'une femme ne soit citée. Donc, sur le plan protocolaire,
La première est à la 8e place. Et j'ai remarqué donc que les femmes n'occupent pas de postes dans les ministères de souveraineté, les ministères les plus importants. À partir de la 8e place, elles occupent des postes, mais pas de grands postes de ministres. Évidemment, ce que nous aurions souhaité, c'est qu'on se rapproche au moins de la parité. Parce qu'il est, à notre avis, important que nous essayions d'intégrer, d'instaurer la culture de la gouvernance en passant par la culture de l'égalité. Parce que la culture de la gouvernance en passant par la culture de l'égalité, ça permet une meilleure participation des femmes. Or, cette participation des femmes au plus haut niveau, c'est une question fondamentale de développement. Je ne parle même pas des droits humains, mais je parle du développement, je parle de la paix, je parle de la démocratie. Donc, je souhaite vivement que nous essayions encore une fois d'intégrer cette culture de la gouvernance qui passe par la culture de l'égalité pour le bonheur des familles, pour le bonheur de la société. Professeur Amsatou Sow Sidibé, qui reste en repérage parce qu'on aura l'occasion de la reprendre. Alors, une réaction? Oui, voilà. Moi, je voudrais tout à fait souscrire à ce qu'elle dit. Et si on y ajoute aujourd'hui qu'il y a un autre ministre qui a été nommé comme chef de cabinet du président de la République, on est beaucoup plus proche de 20% que d'autres choses. Mais au-delà des pourcentages, comme elle le dit, on ne peut pas, dans notre vie quotidienne, voir la place que les femmes occupent. Chacun d'entre nous, on le sait, les hommes qui nous regardent, tout le monde, la place que les femmes occupent dans la vie, en termes de responsabilité, de savoir-faire, d'âme, de pivot de la cellule familiale de la société, et en être encore réduit à les ramener un peu à ce rôle secondaire. Des pays que j'ai cités en ont donné l'exemple, le Rwanda, l'Éthiopie. Ce qui est possible là-bas est possible partout en Afrique, en commençant par un pays comme le Sénégal, où déjà au niveau du Parlement, il y a 44% de femmes qui n'ont pas démérité. Donc je pense qu'au-delà d'une approche quotataire en tant que telle, c'est tout simplement, comme elle a dit, des questions de justice, de principe, d'égalité de chance. Et il faut absolument que ces choses puissent être inversées. Faut-il aller jusqu'à l'inscrire dans la Constitution en tant que telle et en faire un principe de droit, et les juristes, elle pourra en nous élaborer, mais je pense tout à fait simplement et tout à fait humainement, vu la place que les femmes ont et le rôle qu'elles ont dans nos vies quotidiennes, dans nos nations, dans nos sociétés, elles méritent beaucoup mieux. Les femmes méritent beaucoup mieux, Georges Aboké. Il faudrait peut-être arriver au 50-50. Moi, je suis complètement pour et je me pose des questions. Je me demande qu'est-ce qui empêche qu'on aille à 50? Qu'est-ce qui bloque? Moi, je regarde et je ne vois pas ce qui bloque. Il n'y a pas longtemps... Est-ce que ce ne sont pas les pesanteurs culturelles? La semaine dernière, le président Alassane Ouattara a nommé les sénateurs qui manquaient. Sur 33, il n'y en avait que 11. Sur 33 sénateurs qui ont été nommés, il n'y avait que 11 femmes. C'est toujours le même problème. Qu'est-ce qui empêche qu'on y aille résolument? Moi, la question est posée et j'attends bien des réponses de la part de nos différents dirigeants parce que je ne vois pas ce qui bloque. On peut y aller, vraiment résolument. Alors nous avons joint également un confrère à Dakar, Pape Palignan, qui est journaliste, spécialiste des questions politiques, donc à qui nous avons posé la question également de savoir si le choix du président Macky Sall, bien entendu, était plutôt un choix politique ou bien simplement le choix de constituer une équipe de technocrates. Donc nous l'avons joint peu avant le lancement de cette émission.
Bon, je pense que, vu l'expérience, ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Abdou Diouf a eu à le faire, à un certain moment, en supprimant le poste de Premier ministre au temps de l'ajustement structurel. Habib Thiam était le Premier ministre, il a voulu avoir les coups des franches. Je crois que le mandat du président de la République, qui est de 5 ans, pour cette fois-ci, je crois personnellement, le président Macky Sall veut mouiller le maillot en prenant les choses en main. Parce que quand on regarde, même dans l'architecture du gouvernement, quand on regarde le ministre de l'économie et des finances a été scindé en 2 parties pour trouver plus d'efficience selon certaines explications. D'autres parlent de règlement de compte politique entre lui et son ministre de l'économie et des finances. Mais toujours est-il que je crois que la suppression du poste de Premier ministre ne va pas rendre le président de la République plus disposé. D'autant plus que le Premier ministre a été renforcé. Il va occuper le poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Donc le même Premier ministre va se retrouver là-bas et qu'il va lui servir de paravent et que concrètement, il va aller, lui, prendre en charge ces grands projets dans le volet 2 du PSE. Mais il faut toujours faire remarquer une chose, que le président Macky Sall, dans son choix et dans son discours, il a dit que lui-même, il veut prendre en charge les questions qui l'intéressent le plus et qu'il a évoqué lors de son discours d'investiture. Mais la crainte formulée aussi par certains acteurs politiques, c'est de voir un présidentialisme très fort dans notre pays, où le président de la République est partout présent, et qui, parce que quand on enlève le poste de Premier ministre, véritablement on se pose la question à quoi va servir réellement l'Assemblée nationale, parce que le Premier ministre était tenu constamment d'aller à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions d'actualité. Maintenant, si on enlève le poste de Premier ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, tout cela, c'est dans un projet de loi qu'il va essayer de soumettre à l'Assemblée nationale. On verra que renforce véritablement ce projet de loi. Le président Macky Sall a fait le choix de s'exposer. Est-ce qu'il aura finalement pas la capacité, mais est-ce qu'il sera possible pour lui de se déployer partout et d'être au front à chaque fois? Non, certainement pas. Il a un gouvernement, il a des ministres. Chacun jouera son rôle dans son département ministériel et de manière cohérente à travers les conseils interministériels, etc. Donc moi, je crois qu'il faudrait que dès le départ, il fasse passer des signaux. C'est, comme il l'a dit dans son discours du 2, et Papalé a raison de le rappeler. Parce qu'il y a le discours du 3, mais il y a le discours d'investiture, dans lequel il a réexprimé tout le respect qu'il avait pour les 40 et quelques % qui n'avaient pas voté pour lui, ce qui est beaucoup en démocratie. Et donc, l'appel au dialogue, qu'il dit, il faut d'abord qu'il commence par le matérialiser en tant que tel, de manière concrète. Ce n'est pas comme ça, à travers la presse, etc., que ça se fait. Il y a des mécanismes par lesquels il peut, effectivement, y compris auprès de l'opposition qui est aujourd'hui la plus résolue et qui ne veut pas entendre parler de tout ça, il y a des moyens et des voies qui, lorsqu'on les emprunte, peuvent amener en tout cas un très grand nombre autour de la table. Cela est fondamental pour effectivement que les équilibres puissent être préservés, pour que l'opposition soit considérée, soit dans son rôle et que le gouvernement puisse gouverner. Donc pour cela, effectivement, il a son ministre, il a son gouvernement, il a ses ministres dans les départements déterminés, il sera pratiquement le maître du jeu qui impulsera et qui essaiera de coordonner tout cela. Bon, a priori, c'est jouable. On verra dans la pratique comment tout cela va se traduire. Et dans l'ordre protocolaire, il n'y a, semble-t-il, plus de ministre d'État? Il y a un seul, qui est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence et Premier ministre transitoire pour le moment. Donc c'est le seul ministre d'État est le Premier ministre qui devrait bientôt disparaître. En tout cas, moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on arrive à une centralisation de tout, c'est-à-dire que tout doit remonter à lui et que ce soit lui qui prenne les décisions. Alors, donc, là, il y a une crainte. De manière générale, quelquefois, souvent on dit dans les chefs d'État, non, ils sont au courant de rien, ils ont de on leur a pas dit, etc. Moi, je dis, bravo, on monte au front
On veut montrer plus d'efficacité. On veut montrer que nous sommes responsables. C'est lui le responsable. C'est moi qui suis élu. C'est moi qui ferai les résultats. C'est moi qui ai promis telle ou telle autre chose que je vais mettre en place. Eh bien, allons-y. Mais il a besoin de s'appuyer, selon moi, sur un Premier ministre qui est le chef d'orchestre. Ça peut ne pas être un Premier ministre, ça peut être autre chose. Il y a des pays qui n'ont pas de Premier ministre. Oui. Il y en a. Donc et ça fonctionne. Dans tous les cas, nous sommes dans un régime présidentiel. On n'est pas tenu de respecter les schémas. On est dans tous les cas dans un régime présidentiel. Le plus important, c'est de mettre une structuration qui correspond aux ambitions du pays, secteur par secteur et de manière coordonnée. En disant, voilà ce que nous voulons faire. Voilà les piliers sur lesquels nous voulons bâtir, dans le cas d'espèce du Sénégal émergent. Dans cela, voilà ce qui correspond pour le bâtir et en fonction des objectifs, voilà comment nous devons structurer ministère par ministère. Tout ça, je suis entièrement d'accord. Et le mettre en œuvre. Ce n'est pas lui seul qui met en œuvre. Le professeur Amsa Tousso Sidibé. Je suis d'accord avec tout ça, seulement qu'il faut coordonner, il faut un coordonnateur. Mais c'est lui le coordonnateur dans le cas d'espèce. Dans tous les cas, on est dans un régime présidentiel. Avec ou sans Premier ministre, ça va être... Le professeur Amsa Tousso Sidibé est en ligne. Et justement, à ce propos, professeur Amsa Tousso Sidibé, le président Macky Sall a décidé de supprimer le poste de Premier ministre. Ça vous inspire quoi? Bon, l'idée avancée par le gouvernement, par l'actuel Premier ministre, pour expliquer la suppression de ce poste de Premier ministre, c'est l'efficacité. C'est l'idée qui est maintenant, wait and see. Nous allons patienter, observer et voir si, une fois le poste de Premier ministre supprimé, si on atteindra cette efficacité. Alors, l'efficacité... Si cette efficacité recherchée, eh bien, sera effective ou pas. Alors moi, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que le président sera en mesure d'embrasser, parce qu'on dit qui trop embrasse mal étreint. Est-ce qu'il sera en mesure d'embrasser ce volume de travail? Voilà. Est-ce que le président sera en mesure d'embrasser ce volume de travail? En tout cas, on est au pays dit de l'organisation et de la méthode. Et il a intérêt, en tout cas, à pouvoir embrasser ce volume de travail parce que les Sénégalais, y compris ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ont voté contre lui, sont dans l'expectative et attendent que des solutions soient apportées à l'ensemble des problèmes qui se posent à leurs aspirations. Donc, il a intérêt à le faire, à s'organiser en conséquence. Alors justement, moi, je ne voudrais pas que le débat sur la suppression ou non du poste de Premier ministre vienne cacher quand même une réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que le Sénégal est présenté comme un pays qui a une forte croissance, mais les populations attendent que cette croissance ait des effets dans leur fonctionnement quotidien. Et donc, quand on regarde la composition du gouvernement, on sent que le président Macky Sall a pris cela en compte. Quand on voit, par exemple, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, bon, cela veut dire que c'est pris en compte. Mais ça reste une équation dans la mesure où le PIB, quand on regarde comment le PIB dans un pays est calculé, il prend en compte les réalités locales, mais aussi l'apport de l'extérieur. Alors, beaucoup de personnes se plaignent de la trop grande présence extérieure dans l'économie sénégalaise en ce moment. Alors, comment faire en sorte que quand cette présence étrangère, quand on la retire du PIB, comment faire en sorte qu'il y ait effectivement une richesse à partir de ce qui reste? Et je crois que c'est ça qui est la véritable équation. Et ça va être le grand problème à régler pendant ce mandat. Oui, absolument, sur cette question-là. Je pense que moi, je suis un des partisans, un des adeptes et un des gens qui font un peu le plaidoyer très fort pour cela. Il faut que le secteur privé national ait toute sa place aujourd'hui dans le dispositif global. L'indépendance dont il a parlé dans son discours ne peut pas se faire sans ces acteurs nationaux, ces champions nationaux. Il en existe au Sénégal. Il faut les consolider, il faut les renforcer, il faut leur faire confiance et permettre effectivement que ces capitaines d'industrie, ces entrepreneurs puissent engranger aujourd'hui de la plus-value et que cela puisse effectivement être réinvesti dans le pays. Donc c'est quelque chose de fondamental et de capital. Pour moi, le dialogue
pour la paix sociale, le pays. Mais là encore, il y a un problème. Le dialogue avec l'opposition. Le dialogue pour quelle raison? La question économique, non, c'est un ensemble. Si vous n'avez pas le dialogue, si vous n'avez pas la paix, tout ce que vous dites là, ça reste des chimères. Le pays a besoin de stabilité et de paix. Absolument. Et ça passe absolument par le dialogue entre toutes les parties prenantes. On peut être ici avec une majorité et une opposition, et une majorité qui ignore l'opposition et qui la considère comme pour quantité négligeable. Non, le problème, c'est que... C'est important. C'est qu'il n'a pas encore annoncé les raisons fondamentales de ce dialogue. C'est vrai qu'il y a une opposition, il y a un pouvoir... Il y a une cartographie des résultats de la dernière présidentielle qui sont seulement des indicateurs, non, pour permettre au président de la République de savoir, enfin de jauger le poids de ceux qui ont été contre lui. Absolument, mais il ne s'agit même pas d'eux tout seul. Il y a les partis politiques, il y a les acteurs économiques, il y a des leaders d'opinion. Dans le du dialogue, c'est tous ces gens qui doivent se retrouver. Mais l'initiative première doit venir du président de la République de manière concrète. Les discours, d'accord, il l'a dit dans le discours, mais de manière concrète, comment il le traduit? Comment on appelle au dialogue les uns et les autres? Avoir un peu cette démarche vraiment de main tendue, mais qui se concrétise par des actions claires et nettes, avec un calendrier, avec des facilitateurs s'il le faut. Et voilà, et qu'on s'entende sur des choses essentielles, qu'il y ait un véritable statut de l'opposition, que l'opposition également, voilà, joue son rôle en toute responsabilité, sont des choses incontournables. Parce que si on est dans un environnement qui est un peu envenimé, empoisonné, etc., les investisseurs ne viendront pas, il n'y aura pas d'emploi, la violence est au bout de chacune des rues, etc. Et c'est pas ça le développement et c'est pas ça l'indépendance. Il faut dialoguer pour garantir la stabilité du pays. Alors nous avons en repérage Moussa Tine de l'Alliance démocratique Pencho, qui a été annoncé tout à l'heure, qui est cette fois en ligne. Moussa Tine, bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Alors, que pensez-vous de ceux qui soutiennent que la décision du président Macky Sall de resserrer le gouvernement lui a été imposée par les bailleurs de fonds internationaux? Écoutez, c'est d'abord moi qui vous remercie. Et c'est aussi tout un plaisir d'écouter M. Makhtar Sylla, qui a laissé ses empreintes ici au Sénégal, d'abord en tant que journaliste, en tant que directeur d'organes de presse, mais aussi en tant qu'analyste politique. C'est aussi un plaisir de l'écouter et d'entendre ses analyses. C'est possible, je ne sais pas. On n'en est pas encore arrivé à ce niveau-là. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les informations qui sont derrière justement les initiatives qui sont prises par le président de la République. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, et qui est certaine, c'est qu'il avait annoncé qu'on allait aller vers un dialogue politique. Il avait lancé l'idée, et du coup, on l'a vu effectivement prendre des initiatives, mettre en place un gouvernement, annoncer un certain nombre de réformes, dont la suppression du poste de Premier ministre. Et je pense d'ailleurs que les réformes ne s'arrêteront pas à ce niveau-là. Je pense qu'on va avoir une deuxième vague de réformes qui vont surtout toucher les mécanismes de collaboration, les moyens d'action réciproque entre l'exécutif et le législatif. De mon point de vue, le président de la République essaie de régler une sorte de dilemme politique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, ça n'obéit pas à une logique technique. On ne cherche pas à faire un aménagement institutionnel pour régler des problèmes politiques, techniques, mais on a une motivation politique derrière. C'est-à-dire que nous avons décalé l'élection présidentielle de 2 ans, de sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons plus une coïncidence entre le mandat présidentiel et le mandat législatif. L'élection présidentielle s'est tenue alors que les députés ont déjà fait 2 ans de mandat. Aujourd'hui, il est sorti d'élection présidentielle. Moussa Tine, que nous allons reprendre dans un moment. La ligne, justement, ne permet pas de... Ah oui, Vous êtes en ligne, Moussa Tine? Oui, je suis revenu à ligne. Je pense que c'est un problème de réseau. Absolument. Je dis que donc, s'il dissolvait aujourd'hui l'Assemblée nationale,
il y aurait une entrée massive de l'opposition au niveau du Parlement. Il aurait une majorité plus étriquée, parce que simplement, si vous regardez la géographie des résultats de l'élection présidentielle, vous vous rendez compte que si on allait aujourd'hui à des élections législatives, l'opposition pourrait gagner jusqu'à 15 départements, avec les départements les plus représentatifs, comme Dakar, Pikine et le département de Mbacké. Ce qui aurait comme résultat une entrée en force de l'opposition au niveau du Parlement et peut-être même une majorité de blocage de l'opposition. Ce qui fait que le président de la République ne peut pas aujourd'hui se permettre de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant que de laisser en fait les députés continuer leur mandat. Mais dans ce cas-là, on va avoir les élections législatives en 2017, c'est-à-dire à 2 ans de la fin du mandat du président de la République. Si vous ajoutez à cela que nous sommes dans le dernier mandat du président de la République normalement, et entre guillemets, et un dernier mandat ayant ses caractéristiques politiques, il faut d'ailleurs noter que c'est la première fois au Sénégal depuis 1960 qu'un président exerce formellement un dernier mandat. Ça ne s'est jamais fait. Or, le propre d'un dernier mandat, c'est qu'en fait, vous n'avez plus la même fidélité ni de la magistrature, ni des fonctionnaires, parce que chacun se dit que vous finissez, vous ne serez plus là à l'élection présidentielle, et on va plutôt chercher à être amis à ceux qui pourraient venir après vous. Donc, les gens ne pourront plus exécuter les ordres que vous donnez tels que vous les donnez en tous les cas. Donc, le président de la République a un problème. C'est-à-dire que s'il ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'il peut être dans une situation de cohabitation durant ces 2 dernières années de mandat, c'est-à-dire entre 2022 et 2024. Alors, j'ai l'impression qu'il est en train d'anticiper sur ce phénomène-là, en supprimant le poste de Premier ministre et en allant peut-être dans une sorte de régime présidentiel ou une sorte de régime semi-présidentiel où il n'y a plus de Premier ministre et il n'y a plus de moyens d'action réciproque entre le gouvernement, l'exécutif et le législatif. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale aussi ne peut plus voter une motion de censure contre le président de la République. Alors, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt en train de faire des réformes à but politique pour se prémunir des inconvénients éventuels d'une cohabitation. Alors Moussatine, pardon 2022 et 2024. Moussatine, pardon de vous interrompre, le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais juste un mot sur le nombre de femmes au gouvernement aujourd'hui, puisque le président a fait un effort supplémentaire, dirait-on. Oui, en valeur relative, mais en valeur absolue, non, on est encore à 8 femmes. On avait 8 femmes dans le dernier gouvernement. On avait aussi annoncé plus de jeunes, il n'y en a pas eu plus que ceux qui étaient là. En fait, je pense qu'au fond, il y a eu des ambitions au départ, mais après, il y a eu la carte du réalisme politique. Évidemment, le président de la République a pu solder des comptes avec les uns et les autres. Les uns et les autres pensaient qu'ils allaient entrer au gouvernement. Il y a des transhumants qui s'attendaient à entrer au gouvernement. Il y a eu des promesses d'entrer au gouvernement. Mais si vous regardez très bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un gouvernement technocrate, on n'est pas dans le cadre d'un gouvernement, on est plutôt dans le cadre d'un gouvernement politique. Le président a mis en place un gouvernement avec ses alliés, avec ses amis, avec ses gens, avec ses fidèles. Moussatine, on retient que c'est votre point de vue. Nous allons être obligés de vous interrompre en vous remerciant d'avoir été des nôtres. Oui. Avant qu'il nous quitte, lui rendre également un hommage. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération, car c'est un vrai patriote, c'est un combattant qui a le Sénégal au cœur et qui est un analyste absolument intéressant à écouter. Donc, je lui présente toutes mes salutations, ainsi qu'à ma sœur Amsatou.
Alors, justement, Moustarchidine, nous vous disons encore merci, mais nous aurons l'occasion de solliciter vos lumières sur d'autres sujets d'actualité. Alors, Georges Aboké, en un mot, le président Macky Sall est parvenu finalement, avec une grande maestria, à passer entre les... à slalomer, comme on dirait au football. En tout cas, il a réussi le premier exercice qui était de mettre en place son gouvernement. Vous avez vu le temps qu'il a mis pour le faire. Cela veut dire que, bon, ce n'était pas un exercice aisé. Maintenant, c'est à la manœuvre qu'on va retrouver véritablement ce gouvernement. Surtout que, moi, selon mon entendement, il y a beaucoup de points qui se recoupent dans les différentes... quand on regarde les différents postes ministériels, mais certainement que cela répond à des préoccupations précises et on espère que le plus important, ça va être de ramener, de gonfler le panier de la ménagère au Sénégal pour que le bien-être s'installe et se poursuive. Et comme il a dit dans son discours, développement égale indépendance, indépendance égale développement. Et donc, il a posé lui-même les bases de la chose, à lui de le mettre en pratique. Et c'est justement au pied du mur qu'on juge le maçon, donc le président Macky Sall est attendu. On a eu l'occasion de faire le tour lors de cette émission, la tribune du mardi, donc un focus au nouveau gouvernement au Sénégal. Avant de prendre congé de mes invités, on va faire un dernier tour de table pour dire que finalement, le président Macky Sall, qui avait été jugé, à tort ou à raison, hermétique lors de son premier mandat, a peut-être retenu la leçon. Il est un peu plus ouvert désormais, un peu plus enclin à discuter. Enfin, je sais, c'est l'intention en tout cas, et c'est ce qu'il dit, il le répète. Comme je dis, il faut de manière vraiment concrète le traduire dans les faits, pas des initiatives qu'il peut prendre. Et je pense que l'opposition, c'est vrai, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure de Moussa, elle est patriote aussi. Quand on retient un langage, quand certaines procédures sont respectées, quand on le fait d'une certaine manière, avec tous les régulateurs sociaux que nous avons, qui sont les chefs religieux, toutes confessions confondues et d'autres, je pense qu'on peut arriver véritablement à ce dialogue qui va au-delà de la classe politique et qui doit impliquer beaucoup d'autres touches de la nation. Parce que si on veut réussir dans un pays, il faut, comme il l'a dit dans son discours, ensemble, le mot ensemble est revenu plusieurs fois, ensemble, ensemble, ensemble. Véritablement, c'est tout un banc de l'inviter à aller dans cette voie. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui feront tout pour empêcher que ça se fasse. Parce que les gens réfléchissent en termes de poste, toi que je vais mettre, etc. Mais c'est la seule voie. La seule voie, c'est celle de l'unité, c'est celle de la solidarité, c'est celle de la justice, c'est celle de l'action et c'est celle des résultats concrets. Parce que les Sénégalais en ont besoin. Les résultats concrets, ce n'est possible que dans l'unité, Georges Aboké. Absolument. Dans l'unité, justement, on attend que... Il y a eu un bruit qui a couru avant comment on appelle ça,